Bonjour à tous. Je ne sais pas si on est bien connecté là. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, on peut y aller. Donc, bonjour à tous les participants qui nous écoutent et qui pourront interagir avec nous. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Emmanuel Brin. Je dirige le diplôme d'université Compliance Officer à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas. Nous avons bientôt 10 ans d'existence sur ce diplôme. On forme donc des Compliance Officers déjà en activité. Un vendredi, un samedi par mois pendant une année. Alors, le sujet du jour, c'est l'évaluation des tiers et la digitalisation, la solution pour réussir cette évaluation. Donc, évidemment, c'est un sujet d'une extrême importance, la question de l'évaluation des tiers en général, hein, pour ne donner qu'un exemple en matière d'anticorruption sur les 10 dernières années d'application du FCPA, la législation anticorruption américaine. Sur 151 affaires, il y en a 131 qui impliquent une partie tierce. Donc la partie tierce est au cœur des schémas de corruption, en vigilance, et bien entendu la question des partenaires commerciaux, des chaînes d'activité. Inutile d'y insister. Dans cet univers donc à la fois très exigeant et très divers, puisque les diverses législations impliquent différentes formes d'évaluation, la digitalisation, ça n'est pas une option. La question, c'est pas est-ce que je dois digitaliser, mais quand le faire, comment, à quel coût, avec qui. Alors, pour parler avec moi de cette question, j'ai aujourd'hui Pascal Goupillot, qui est directeur de la business line conformité chez Elisphère. Bonjour Pascal. Bonjour à tous et à toutes. Également Nicolas Guillaume, qui est associé, responsable de la ligne de service Business Risk Service and Forensic chez Grant Thornton. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors, les participants ne sont pas oubliés, vous pouvez poser des questions à travers l'onglet Discussion que vous avez sur votre interface. Et donc, ces questions me seront transmises. On les traitera à la fin, dans la limite du temps disponible, parce que ça va aller assez vite. Mais en tout cas, n'hésitez pas à intervenir euh, pour qu'on puisse avoir un moment d'échange avec vous. Pour favoriser cet échange aussi, les organisateurs ont prévu un petit sondage avec 3 questions simples qu'on vous invite à regarder et auxquelles on serait heureux que vous puissiez répondre. Vous trouverez ces questions dans l'onglet Interactivité. Alors, je résume rapidement ces questions, pardon, pendant que vous pouvez peut-être regarder si vous les trouvez bien dans cet onglet Interactivité. Question 1. Êtes-vous assujetti à Sapin 2, AML, devoir de vigilance? Question 2, avez-vous une solution digitale sur l'évaluation des tiers, pardon. Question 3, selon vous, quels sont les principaux freins sur l'évaluation des tiers? Et donc, une fois qu'on aura vos réponses à ces 3 questions, je les soumettrai à nos intervenants pour avoir leur feedback et euh, leurs commentaires sur ce que vous nous dites. Voilà. Donc pendant que vous commencez à répondre, c'est peut-être même déjà fait, je m'adresse d'abord à Nicolas Guillaume avec cette première question. Nicolas, quel est l'état des lieux de l'évaluation des tiers et pourquoi la digitalisation est-elle nécessaire? Merci beaucoup Emmanuel. Ouais, j'ai essayé de répondre à cette question en m'appuyant notamment sur un slide que je vais partager avec vous tous et j'espère que ça va fonctionner correctement, mais ça devrait être le cas. Euh, Aujourd'hui, alors nous, on intervient auprès de nos clients à la fois pour les aider dans la mise en place, mais aussi pour exécuter un certain nombre d'actions opérationnelles sur l'évaluation des tiers. Et puis, on intervient également soit avant, soit après un certain nombre de contrôles qui sont réalisés par le régulateur en matière d'anticorruption notamment. Et le constat qu'on fait, c'est qu'il y a à peu près 7 grands sujets majeurs qui ressortent en matière sur le sujet d'évaluation des tiers, c'est-à-dire
pain point en bon français qui arrivent régulièrement. Alors, généralement pas les 7 dans la même entreprise, mais qui ressortent régulièrement sur les sujets d'évaluation des tiers. Si on les reprend un petit peu un par un pour essayer de faire un tour de piste un petit peu complet, le premier sujet, et je pense qu'il est général sur l'ensemble du dispositif, c'est la capacité à faire le lien entre la vision des risques, la vision par les risques, et puis l'évaluation des tiers. Un des grands sujets, bien sûr, c'est de dire que les diligences qui sont mises en œuvre ne peuvent pas être les mêmes pour tous les tiers et qu'on doit s'adapter en fonction du niveau de risque. Autrement dit, plus le niveau de risque du tiers va être élevé, plus on va mettre en œuvre des diligences qui vont être approfondies, et à contrario, moins le tiers en question va être une source de risque pour l'entreprise, plus on pourra se contenter de diligences qui sont simples. Et on se constate que dans un certain nombre de cas, cette articulation, elle n'est pas nécessairement bien faite ou suffisamment explicite pour démontrer qu'on concentre les efforts au bon endroit, ce qui est un sujet absolument clé, à la fois pour le régulateur, mais aussi pour l'entreprise, puisque ça lui permet de concentrer ses efforts et d'éviter de se disperser sur des sujets qui pourraient être un petit peu inutiles. Le deuxième grand sujet, c'est la capacité à ajuster les méthodes, c'est-à-dire à dire finalement, je vais ajuster mon niveau de diligence donc en fonction de ce risque, et je vais m'ajuster aussi en fonction des exigences réglementaires. Là, on est parti sur un angle très corruption, ce qui est tout à fait logique, puisque c'est une des grandes régulations qui exige des entreprises de mettre en œuvre des dispositifs d'évaluation de tiers, mais on sait qu'il y a d'autres régulations qui vont dans le même sens. Tout ce qui est lutte contre le blanchiment, chronologiquement, tout ce qui va être devoir de vigilance va également dans ce sens-là. Et bien entendu, suivant le risque qu'on cherche à cerner, il faut ajuster la méthode. Et quand on parle de corruption, il faut avoir une méthode qui permette de mettre en exergue ou de détourer, entre guillemets, proprement le risque de corruption pour savoir si tel ou tel tiers est à risque. C'est une chose, mais est-ce qu'il est à risque en raison de sujets liés à la corruption ou pour d'autres raisons. Troisième sujet qui nous de préoccupation, l'évaluation des tiers, ce n'est pas une fin en soi. On ne fait pas de l'évaluation des tiers pour faire de l'évaluation des tiers. On le fait dans une perspective de s'engager, d'améliorer la relation et donc de mettre en place des plans d'action quand c'est nécessaire. Bien entendu, ce n'est pas nécessaire avec tous les tiers, mais quand c'est nécessaire, quand l'analyse des risques le fait ressortir, c'est un point qui est absolument clé. Et puis après, dans les autres points, on va avoir des choses qui sont un peu plus spécifiques aux régulateurs, on va dire. La première chose, c'est tout ce qui est piste d'audit. C'est-à-dire que c'est très bien de faire une évaluation des tiers, mais c'est absolument encore mieux et nécessaire vis-à-vis du régulateur d'être capable d'en faire la démonstration et de montrer, de tracer tout ce qui a été fait, d'avoir une définition claire des rôles et des responsabilités des acteurs, c'est-à-dire notamment d'avoir une répartition claire entre ce qui est de la responsabilité des opérationnels en première ligne, ce qui va être la responsabilité de la fonction compliance et ce qui pourrait être la responsabilité d'autres fonctions de contrôle ou de la direction générale en termes d'arbitrage sur les différents cas. Et ça me permet de faire le lien avec l'avant-dernier point qui est en bas, donc ce qu'on a appelé la formalisation d'une politique de contrôle de premier, deuxième, troisième niveau. C'est que vous savez tous que c'est une exigence qu'il y a dans la régulation Sapin 2 notamment, qui est de mettre en place des process, mais aussi de s'assurer qu'ils sont bien exécutés avec des contrôles faits par les opérationnels, par la fonction compliance et puis par l'audit interne, comme pour le reste. En matière d'évaluation de tiers, on est exactement sur le même type d'exigence et d'arriver à définir ces points-là. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas encore beaucoup, puisque forcément, comme l'évaluation des tiers est un des process qui est le moins bien mis en place aujourd'hui. Si vous regardez la dernière étude qu'a fait sur le sujet l'Agence française anticorruption, cette thématique-là apparaît clairement comme étant le plus complexe et le plus en retard par rapport aux autres. Donc forcément, quand on est encore en train de le mettre en place, on n'est pas forcément préoccupé par les contrôles de deuxième et de troisième niveau, mais c'est quelque chose qui est attendu et sur lequel il va falloir travailler. Et puis le dernier point, parce que c'est un plaisir qui n'est jamais fini,
l'évaluation des tiers, eh bien, il faut se préoccuper de savoir quand est-ce qu'on va recommencer, comment on va l'actualiser dans le temps, comment on va s'assurer que le tiers qu'on a bien évalué ne s'est pas dégradé dans le temps, qu'il n'est pas soudain soumis à une politique de sanction, par exemple, ou qu'il n'a pas été condamné pour X ou Y raison. Donc d'avoir un peu un système de veille sur le sujet. Donc voilà un petit peu les grands points de ce qu'on peut voir aujourd'hui sur le terrain, mais peut-être que Pascal veut compléter ou ajouter un mot là-dessus sur sa vision à lui. Merci Guy, merci Nicolas. Oui, c'est très complet. Je pense que pour ma part, par rapport à Elisphère, où nous rencontrons des clients qui mettent en œuvre l'évaluation des tiers, effectivement, on entend une certaine forme de complexité de leur part, et c'est dû certainement à trois raisons qui ressortent un peu à chaque fois. D'abord, c'est le nombre de tiers. Comme le dit Nicolas, c'est une problématique déjà de mettre le curseur. Il y a beaucoup de tiers, donc choisir aussi les natures de tiers sur lesquelles on veut mettre la première priorité, parce qu'il faut se lancer. Et donc la première difficulté, c'est par rapport au nombre de tiers à évaluer. La deuxième chose, c'est les données qu'il faut pouvoir obtenir sur l'ensemble des tiers. Beaucoup de données de connaissances sur les tiers, mais également des données par rapport aux sanctions, par rapport aussi à la réputation. Et là, ça nécessite des outils aussi, donc d'où la digitalisation. Et le troisième, par rapport à la difficulté et l'importance de la digitalisation, c'est aussi que bien souvent, il faut impliquer du monde en interne. Et là, je pense qu'il faut donner du sens et puis il faut aussi pouvoir mettre en place justement un outil qui va aider les opérationnels concrètement à faire les diligences. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour ce premier éclairage à partir de ce rapport très intéressant de l'AFA qui nous donne vraiment la vision du régulateur sur ce qui est à améliorer. Alors, dans l'intervalle, nous avons reçu les réponses à notre sondage. Je sais que vous êtes tous très, très impatients d'avoir ces réponses, donc je n'attends pas davantage pour vous les donner. Première question, donc vous êtes sur qui est assujetti. Alors vous êtes sans énormément de surprise, 92,9% dans les participants à être assujettis à la loi Sapin 2, 57,1% à être assujettis à la loi sur le devoir de vigilance et seulement 21% à être assujettis aux obligations en matière de déclaration de soupçons. Alors, sur la deuxième question, vous êtes 57% à avoir déjà une solution digitale, 35,7%, presque 36% qui n'en ont pas, et 7% pour qui c'est en cours. Troisième question, quels sont les principaux freins? Alors là, il y a vraiment voilà, une raison qui se détache, c'est le manque de ressources, hein. Vous êtes 61,5% à dire, et ça rejoint en effet Pascal ce que vous ressentiez, 61% qui disent on n'a pas assez de ressources. Et également, et là aussi ça rejoint votre propos Pascal, 46,2% qui pointent la diversité des tiers à catégoriser. Et puis ensuite, on a 30% qui disent que ça n'est pas une priorité en interne, 23% qui parlent du budget, alors ça rejoint le manque de ressources, et puis ensuite les autres raisons qu'on vous avait proposées, manque de compétences en interne, par de cartographie finalisée, ou trop de personnes à impliquer en interne. Donc voilà un petit peu la photographie des personnes qui nous écoutent et avec qui on dialogue à distance. Nicolas, Pascal, vous voulez réagir à ces informations? Bah, tout d'abord, pour moi, c'est clair que les ressources, c'est toujours ce qui intervient en premier dans les retours des clients. Les ressources, c'est plus les ressources humaines que les ressources budgétaires. D'ailleurs, le budget est mis après. Il y a toujours les ressources humaines et les ressources budgétaires. Les ressources humaines, c'est ce qui arrive avant. Parce que il y a cette difficulté aussi d'estimer la charge de due diligence. Donc, il faut aussi savoir effectivement ce que ça va impacter en interne en termes de charges opérationnelles pour faire ces due diligence. Donc ça, j'entends parfaitement le point. J'entends aussi le point, et c'est très intéressant par rapport au premier point, première question, parce qu'on voit effectivement Sapin 2, mais on entend devoir de vigilance. Or, devoir de vigilance, on sait, ça touche les grandes entreprises, plus de 5 000 ou plus de 10 000, ça dépend, mais c'est des très grandes entreprises, alors que Sapin 2 descend beaucoup plus. Donc là, on voit que dans la problématique de l'évaluation des tiers, eh bien, on doit évaluer ces tiers à la fois sur l'angle de l'anticorruption, mais aussi sur les droits fondamentaux avec l'environnement et la santé, sécurité et les droits humains. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est cette double obligation et certainement une évaluation des tiers qui doit être complète finalement
pour couvrir l'ensemble des risques. Voilà, donc je trouve ça particulièrement intéressant. Et effectivement, la digitalisation est la solution. Beaucoup l'ont adopté, d'autres y réfléchissent et c'est très bien. Et on voit bien, oui, que le sujet, ça doit être évolutif, en fait. On doit pouvoir, à partir d'une solution, couvrir les nouveaux sujets, les nouveaux aspects de l'évaluation des tiers pour pouvoir courir un petit peu après la législation sans remettre en cause tout son système, en fait. Pouvoir rajouter des briques. Oui, je pense que c'est un point qui est particulièrement important, ce que vous évoquez, Emmanuel, et on l'a vu notamment sur un certain nombre d'acteurs, et notamment par exemple dans le secteur financier, dans les grands établissements bancaires, et dont on pouvait penser qu'ils avaient peut-être un avantage ou un peu d'avance sur le sujet, puisque soumis aux réglementations LCB-FT avec des obligations de cas de risque de blanchiment ou de financement du terrorisme. Et on s'est dit, ben, finalement, ils ont déjà cette culture-là et cette habitude-là de le faire. Et donc, ça va être plus facile pour eux de le faire pour l'anticorruption. Et c'était en partie vrai. C'est-à-dire que c'était en partie vrai parce qu'ils avaient déjà des ressources et de l'habitude de le faire, mais c'était pas totalement vrai parce qu'en fait, le système était vraiment très, très designé sur un type de risque et une manière de le faire. Et c'était donc particulièrement industrialisé. Et ils ont eu un peu de mal, pour un certain nombre d'entre eux, justement à agréger d'autres types de risques et à s'ouvrir à d'autres types de risques. Et la réalité aujourd'hui, on le voit très clairement avec Sapin 2 et maintenant avec le devoir de vigilance, mais aussi avec d'autres réglementations. Par exemple, dans le domaine de la cybercriminalité, vous avez des textes à venir sur Nice 2, par exemple, qui demandent aussi une approche par les tiers et une évaluation des tiers. Alors, cette fois-ci, plus sur des aspects cyber, mais on voit bien que ce côté un peu systémique et de dire finalement, maintenant, je pense que le pli est pris. Tout le monde est d'accord et a compris qu'une entreprise ne s'apprécie pas toute seule, mais elle s'apprécie prise dans son écosystème et en interaction avec un certain nombre de parties prenantes. Et donc, je pense que c'est important, effectivement, que dès le début, on se mette dans cette approche de se dire, bah, aujourd'hui, j'ai un certain nombre de risques à regarder pour mes tiers, mais peut-être que demain, il y en aura d'autres. Et ce ne seront certainement pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Et donc, il faut garder une forme d'agilité au milieu de tout ça. Alors, Et mais aussi, il faut chercher à simplifier aussi le travail des entreprises, parce que quand on voit effectivement le devoir de vigilance, la CS3D, on est aussi sur des fournisseurs qui ne sont pas forcément uniquement au premier niveau. Il faut analyser la chaîne de valeur. Donc, on voit aussi la nécessité, et c'est ce qu'on entend des compliance officers aussi, chief compliance officers, c'est la nécessité d'être outillé pour les aider, parce que la réglementation, ça donne du sens et puis ça donne une obligation pour être conforme, mais derrière, il faut des outils aussi pour pouvoir y parvenir. Parce qu'analyser l'ensemble de sa chaîne de valeur, c'est pas quelque chose de très facile. Il faut le reconnaître, sans outils, c'est même impossible. Voilà, donc on voit qu'il y a effectivement des demandes de plus en plus, une volonté de pouvoir effectivement évaluer ses parties prenantes, ses tiers, etc., et d'analyser son écosystème pour rendre le monde quelque part plus éthique, et ça c'est très bien, je pense que les entreprises l'ont bien compris. Mais derrière, il faut, je pense, des solutions digitales, et c'est l'objet de ce webinaire, il faut des solutions digitales pour y parvenir. Autrement, on laisse les entreprises face à une réglementation qui est lourde et qui est conséquente. Voilà. merci. Alors, moi, il y a une réponse là qui fait sens par rapport aux autres, mais qui en même temps me surprend un peu. Il y a quand même 30%, presque un tiers des participants qui répondent que ça n'est pas une priorité en interne, en fait, dans les freins. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui travaillent dans ce type d'entreprise, en fait, dans ce contexte-là? Alors déjà, c'est bien de le dire parce que nous, on le sent aussi. Alors, c'est quoi qui n'est pas la priorité? C'est peut-être l'évaluation des tiers. Ce qu'on voit là, dans la dernière étude de l'AFA qui vient de paraître, là, puisqu'on a le diagnostic qui vient de tomber d'octobre 2024, avec justement l'évaluation des tiers qui est le plus difficile. Il progresse, mais pas énormément. Il est toujours à 49% compliqué pour les entreprises. Je pense que les entreprises, les chefs d'entreprise vont au plus facile et ils vont sur des choses qui sont le code de bonne conduite, la formation, le dispositif d'alerte, etc. Mais on voit que sur la cartographie des risques et sur l'évaluation des tiers, elles ont plus de mal. Bah, je pense que c'est ensemble qu'il faut résoudre, je dirais, la difficulté, parce que les entreprises seules ne peuvent pas le faire. C'est des entreprises comme la nôtre ou comme d'autres qui peuvent proposer des solutions digitales pour les aider à les accompagner et rendre les choses simples avec pour pouvoir évaluer et connaître ces tiers, parce que c'est de toute façon très important, effectivement, de comprendre ces tiers. Mais il faut les aider à convaincre leur direction générale, parce que c'est la direction qui est responsable, et c'est elle qu'il faut convaincre pour avoir le budget et les ressources. Je l'ai bien compris.
Merci, c'est le nerf de la guerre, en effet. Merci à tous les deux. Alors, une question, une autre question que je souhaitais vous poser. Quels sont les prérequis finalement? Quelles sont les conditions favorables à la mise en place d'un outil digital d'évaluation des tiers et quand est-ce que l'entreprise peut voilà, savoir qu'elle est mûre ou qu'elle ne l'est pas? Nicolas, peut-être je passe la parole en premier. Alors, enfin, on a déjà commencé à l'évoquer, mais le, pro- alors, il y a un premier prérequis qui est prévu par la loi et qui fait sens, c'est cette approche par les risques. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une idée enfin, avant de commencer sur l'évaluation des tiers, sur quels sont les types de tiers qui peuvent être les plus impliqués ou les plus concernés par les différents scénarios de risque de corruption, notamment auxquels votre entreprise est concernée, ça va être impossible de travailler sur la suite puisque c'est le premier filtre. Le deuxième prérequis qui me semble très important et que Pascal a déjà commencé à évoquer, c'est la qualité de la donnée. C'est-à-dire que parler des tiers, quand on en parle comme ça dans un webinaire, c'est relativement simple. Quand on commence à dire, bon, bah, très bien, mais c'est qui quelle est la liste de nos clients? Quelle est la liste de nos fournisseurs? Quelle est la liste de nos intermédiaires? On est rarement dans une situation où il y a une seule base de données à un endroit où tout ça est très bien classé, très bien documenté, enrichi. On est généralement plutôt sur dire ah ben ça dépend parce que dans cette entité-là c'est tel système d'information, dans telle autre c'est un autre ERP, dans la troisième il y a un CRM et puis on n'est pas trop sûr de tout ça. Donc ça, la qualité de la donnée, nous je sais que quand on démarre une intervention sur ces sujets-là, les deux premiers sujets qu'on regarde, c'est ça. C'est la cartographie des risques pour voir comment on va pouvoir segmenter. Le deuxième sujet, c'est la qualité de la donnée. Le troisième sujet, et on y arrive très vite, et ça rejoint la troisième question que vous avez posée, c'est d'avoir une compréhension de l'organisation et des process qui sont en place au sein de l'entreprise. Nous, ce qui nous semble être absolument clé, c'est que on ne peut pas plaquer un système d'évaluation des tiers de manière indépendante ou autonome par rapport à la vraie vie dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir d'un côté la compliance qui fait de l'évaluation des tiers et puis de l'autre côté les commerciaux qui vendent et les acheteurs qui achètent. Ça marche pas. Enfin, on est sûr que ça marche pas dans cette configuration-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'essayer de comprendre comment je peux insérer l'évaluation des tiers comme étant une étape de mon processus opérationnel de vente ou une étape de mon processus opérationnel d'achat. Donc, ça veut dire comprendre cette organisation et voir comment on peut comment on peut le faire. Et puis après, ben, le prérequis sur lequel on va aller, c'est de faire des choix d'organisation. Et là, on arrive sur la question des ressources et notamment sur le dire, mais qui va techniquement et opérationnellement faire le job? Est-ce que je demande à mon acheteur ou à mon commercial de faire une activité en plus dans son process et une activité sur laquelle il n'a pas forcément a priori les compétences techniques, ce qui veut dire que si je fais ce choix-là, ce qui est fait par un certain nombre d'entreprises, ben, je vais devoir les accompagner, les former pour qu'ils arrivent à le faire eux-mêmes. Est-ce qu'au contraire, je vais remonter ça sur des équipes plus centralisées d'éthique ou de conformité? Est-ce que je vais mettre ça, j'ai aussi des clients qui ont fait ce choix-là, dans un centre de service partagé pour mutualiser tous ces aspects-là. Enfin, j'ai une question d'organisation et de dire bah, finalement comment je vais faire. Et là, on reboucle sur un point qu'évoquait Pascal également, qui est le fait de prendre le temps à ce stade-là de faire une simulation de la charge. Alors bien sûr, c'est qu'une simulation, bien sûr, on va avoir des marges d'erreur, mais essayer de se dire, bah, très bien, on a des modèles qui existent, des modèles d'écoulement qui permettent de dire, bon, bah, si j'ai X milliers de tiers, combien il y en a qui sont susceptibles d'être peu risqués et donc sur lesquels je vais passer, je caricature, quelques minutes, combien vont être moyennement risqués sur lesquels je vais passer peut-être quelques heures et combien sont très risqués sur lesquels je vais passer quelques jours. Et en fonction de ça et de la simulation, bah, je peux commencer à avoir une idée de la charge et donc de comment je vais pouvoir digérer ça et prendre ça en compte. Et puis le dernier point, et on arrive sur le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, bah, c'est l'outillage. C'est quel outillage je veux mettre en place et je suis prêt à mettre en place là-dessus. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pour faire simple, il y a trois grands types d'outils ou trois grands types de fonctionnalités qui sont à prendre en compte dans l'approche d'évaluation des tiers. La première, c'est une notion d'agrégateur de données, c'est-à-dire qu'il existe plein de données qui sont intéressantes pour pouvoir évaluer les des historiques, condamnations, des bases d'adverses médias, enfin,
qui peuvent être plus ou moins diverses, plus ou moins réparties, plus ou moins coûteuses également. Et donc, vous avez cette première fonctionnalité qui est de dire, il faut que moi, pour pouvoir évaluer mes tiers, et puis il faut que je puisse aller interroger un certain nombre de bases de données, de places, pour pouvoir avoir cette information et prendre une option. Le deuxième sujet, ça va être des fonctionnalités vraiment de screening et de recherche et de vérification des antécédents, c'est-à-dire qui vont me permettre d'accéder à cette donnée-là et d'arriver sur des formes de scoring de métiers qui, en fonction de ces données qu'ils auront interrogées, vont me permettre d'avoir une pré-due diligence ou un premier niveau de due diligence, alors qui malgré tout nécessite un peu d'analyse humaine et de validation humaine derrière, mais qui vont permettre quand même de faire un certain nombre de choses, de repérer des personnes politiquement exposées, de comprendre que cette société a de l'adverse média, etc. Et puis le troisième type de fonctionnalité, troisième type d'outil qu'on peut voir, c'est plutôt un outil de type workflow et gestion des risques et qui va être un outil qui va permettre de mobiliser les différents acteurs et de faire circuler l'information entre eux et qui va permettre à un opérationnel de démarrer sa demande d'évaluation, à un opérateur spécialisé dans la réalisation des due diligence de commencer à faire sa due diligence et puis peut-être après avoir un acteur plus en responsabilité de validation du résultat ou de prise de décision d'intervenir. Et donc, on voit bien que c'est ces trois grands types de fonctionnalités. Donc voilà, en termes de prérequis, c'est ça les grands points qu'on voit. Et sans une réponse à toutes ces questions-là, on a beaucoup de mal à mettre en place un dispositif d'évaluation des tiers qui soit efficace. Merci Nicolas. Et je rebondis là avec une question qui a été posée qui est pourriez-vous partager les meilleures solutions digitales du marché? Et donc je comprends en vous écoutant qu'une des manières de répondre, c'est de dire que attention, en fait, dans les différentes solutions qui existent sur le marché, bah, il y a un, deux ou trois de ces grands types d'outils que vous venez de nous décrire, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est Vous comme avez, à pour... la, vous avez à la fois des outils très polyvalents qui vont couvrir toutes ces fonctionnalités-là, et puis vous avez des outils plus spécialisés. Et je pense que ce qui est toujours important, c'est d'abord de bien réfléchir à qu'est-ce que je veux faire à mon outil. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que j'attends de mon outil, et après d'interroger et de regarder le marché. Mais je suis sûr que Pascal a plein d'idées sur ces questions de pertinence des outils de la place. Nous avons notre propre outil, donc je vais évidemment parler plus de notre solution Compliance for Business qui couvre les trois types de fonctionnalités qu'a décrite Nicolas, parce qu'effectivement, on sent que ce qui est difficile, et d'ailleurs Nicolas l'a très bien dit, dans les prérequis, pour moi, c'est vraiment la charge des équipes. Estimer la charge des équipes, et ça, l'outil va aider, mais pour convaincre un cadre dirigeant de se lancer sur l'évaluation des tiers, comme ça va nécessiter des ressources en interne, du budget, je pense qu'il faut le rassurer en essayant de bien décrire la charge que ça va donc générer dans son entreprise. Et effectivement, en termes d'outils, nous, on a choisi d'être sur les trois fonctionnalités décrites par Nicolas, donc au niveau de l'agrégation de données, la partie screening qui est hyper importante par rapport à la réputation, par rapport aux sanctions et autres, et aussi le workflow parce que c'est important d'accompagner les utilisateurs qui ne sont pas forcément des experts de conformité. Donc là, il y a plusieurs cas de figure, et quand ils ne le sont pas, il faut vraiment les accompagner, programmer les escalades, etc., parce que ce n'est pas forcément leur métier d'origine et c'est une charge qui arrive en plus, donc il faut vraiment simplifier tout en donnant du sens en amont. Donc pour le prérequis aussi que ça fonctionne, il faut vraiment donner du sens. Former, c'est important, mais les accompagner aussi pour leur expliquer. Voilà, donc ce qui est aussi important quand on a une solution digitale, c'est l'accompagnement. Donc un prestataire, il a une solution, mais ce qui est important, nous avons par exemple des ingénieurs avant-vente qui vont accompagner et qui vont vraiment expliquer comment utiliser l'outil. C'est très très important là-dessus aussi, je pense, comme pour que ça fonctionne, l'évaluation des tiers au quotidien pour les utilisateurs. Merci, merci à tous les deux. Et j'ajouterais peut-être enfin que dans cette troisième dimension workflow, bah, ça introduit, enfin ça fait changer d'univers en fait quand on passe par ce genre d'outils, qu'on abandonne les échanges de mails et les tableaux Excel. Ça introduit de la systématicité, ça introduit du contrôle, ça introduit de la traçabilité. Donc c'est vraiment un peu c'est une révolution quand même. Donc c'est un projet qui reste lourd, mais qui fait faire un énorme bond en avant en termes de qualité du système.
Et c'est nécessaire aussi pour certains types de risques, parce qu'on ne donne pas effectivement les tiers en fonction du risque qu'ils représentent, donc en fonction du GTR, du groupe de tiers à risque. C'est important de les confier aussi à la bonne personne. Donc le workflow permet d'aiguiller aussi les tiers au bon traitement, à la bonne personne, et de même générer des escalades automatiques pour que derrière, il y ait un contrôle qui soit fait, dans certains cas, sur certains types de tiers, en fonction du résultat d'ailleurs que l'on peut avoir. Donc, l'outillage, c'est important et ce qu'on peut chercher à faire, c'est finalement d'améliorer le paramétrage en amont, de mettre la difficulté quelque part dans la qualité du score, le workflow, de paramétrer la solution pour que ça soit encore une fois le plus simple possible pour les utilisateurs au quotidien. Je pense que c'est un point clé si on veut que ça fonctionne. Merci beaucoup. Alors, un petit focus peut-être. On avait prévu de dire quelques mots sur le devoir de vigilance et sur les évolutions que notamment la directive européenne et la montée en puissance du sujet vigilance implique en termes d'évaluation. Je ne sais pas l'un ou l'autre si vous voulez intervenir là-dessus. Volontiers, Emmanuel. C'est, alors, effectivement, le devoir de vigilance, c'est déjà en vigueur pour les grandes entreprises en France, mais ça va se généraliser avec l'entrée en vigueur progressive de la CS3D. Et ça conduit on va dire, à deux grands changements. Le premier changement, c'est la nature des risques qui vont être criblés par l'évaluation des tiers, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des risques de santé-sécurité, à des risques environnementaux et à des risques de droits humains. Donc, ça veut dire aller regarder des natures de risques plus larges et plus diverses pour les tiers. Et puis l'autre évolution principale que ça va apporter, et Pascal a commencé à l'évoquer juste avant, c'est qu'on s'intéresse à toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que là où on est sur des fournisseurs de rang 1, principalement dans le cadre de Sapin 2 et de la loi anticorruption, sur le devoir de vigilance, suivant les sujets, suivant leur criticité, leur importance dans la chaîne de valeur, on va pouvoir remonter dans certains cas sur des fournisseurs de rang 2 ou plus, parce qu'ils seront clés dans l'approche. Donc ça veut dire plus de risques, plus de tiers. Donc c'est ça l'évolution principale. Et on revient sur notre question d'agilité de tout à l'heure et cette capacité à se dire, mais est-ce que je ne peux pas aller enrichir mon processus d'évaluation des tiers pour l'enrichir au devoir de vigilance et surtout ne pas aller refaire des processus parallèles parce que même si on a beaucoup dit depuis le début que c'était lourd et difficile pour les entreprises qui doivent faire l'évaluation des tiers, il ne faut pas perdre de vue non plus que ça peut être aussi un petit peu pénible pour les tiers qui sont évalués, parce que quand on n'est que sur l'interrogation de base de données, ça va, c'est assez transparent pour eux et non intrusif, mais dans un certain nombre de cas, il y a des questionnaires qui peuvent partir, voire des audits qui peuvent être réalisés, et dans ce cas-là, il faut aussi penser que le tiers en question, bah, vous n'êtes pas le seul à le solliciter et donc réfléchir à comment faire en sorte que ce soit aussi supportable pour le tiers qui est évalué ou qui est audité. Merci, merci beaucoup. Je vois le temps qui passe assez vite, donc je passe sans attendre à un autre point qui s'adresse à vous par priorité, Pascal. Quelles sont les bonnes pratiques, Pascal, dans la mise en œuvre de cette évaluation des tiers et la mise en place de cet outil de digitalisation? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme éclairage au regard de votre expérience? Alors, écoutez, justement, j'avais préparé donc quelques petits slides sur le sujet. Donc, je vais vous présenter rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, je vois qu'il reste quelques minutes. Là, vous avez, de manière factuelle, les derniers résultats de l'AFA. Si vous ne les avez pas vus, où on voit l'évaluation de l'intégrité des tiers, qui effectivement est le pilier le plus difficile à mettre en œuvre. Vous avez les 8 piliers. Donc ça, voilà, ça corrobore ce qu'on vient de se dire. Dans les bonnes pratiques, pour répondre à votre question, je pense que c'est vraiment d'y aller progressivement. Il faut se lancer. L'évaluation des tiers, à un moment donné, il faut oser se lancer et il faut y aller progressivement. Je prends le cas d'un de nos clients qui a démarré avec CSA et qui après a déployé ça avec ses filiales. Il y a des filiales à l'international. Donc là, on est vraiment sur un gros déploiement. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut y aller progressivement. Il faut démarrer et avoir des personnes qui peuvent devenir des promoteurs en interne aussi, c'est important parce que derrière, il faut changer. C'est de la transformation quelque part quand on parle d'évaluation des tiers et qu'on veut impliquer une grande organisation. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi démarrer peut-être par des types de tiers, c'est-à-dire des natures de tiers sur lesquelles on est plus exposé. Et ça, on les connaît. La deuxième chose, on l'a vu, c'est la solution digitale. À un moment donné, que ce soit Compliance for Business ou un autre, nous, en 1 minute, on va fournir un premier score de conformité sur les tiers.
en allant même jusqu'à regarder la personne morale et même ses dirigeants, voire les bénéficiaires effectifs, si ça nécessite, et ça nécessite souvent au niveau de la profondeur du risque, on va regarder la réputation, on va regarder les sanctions, etc. Donc c'est important d'avoir un outillage et de tester. Hein, il y a plusieurs outils sur le marché, donc n'hésitez pas à tester les outils avant de les adopter. Et il y a de l'automatisation, donc c'est vrai que ça peut être complexe, mais justement, l'outillage permet de rendre simple les choses et d'archiver, d'avoir des pistes d'audit. J'ai un contrôle de l'AFA, j'ai tout mon dossier à jour et j'ai tous les événements qui ont lieu sur ce dossier, donc je suis capable de le montrer rapidement à l'AFA en cas de contrôle. Troisième bonne pratique, très rapidement encore, c'est que comme l'AFA le dit, vous n'êtes pas obligé de passer tous vos tiers au crible. Ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment analyser, comme l'a dit Nicolas, par rapport à sa cartographie des risques, identifier les groupes de tiers à risque et faire effectivement une analyse des risques sur ces tiers-là, où la profondeur de contenu, et là encore l'AFA le dit bien, peut différer en fonction du risque. Et puis si vous n'avez pas beaucoup de moyens et si vous avez des tiers à risque très forts, et c'est ce qu'on voit dans tous les dispositifs de M&A, à ce moment-là, les vérifications anticorruption, entre guillemets, peuvent être faites par des entreprises. Et nous, on propose par exemple effectivement des analyses approfondies. On appelle ça le rapport intégrité. Donc vraiment, déjà, traiter ces tiers, pas tous de la même façon, et tous les tiers ne sont pas à passer au criblage, à l'analyse. Dernière bonne pratique, c'est vraiment de le considérer comme un projet. Il ne faut pas vouloir faire tout de suite. Voilà, donc il faut savoir avoir effectivement les bons interlocuteurs, les bons prestataires pour vous accompagner et le considérer comme un projet, donner du sens, donner des illustrations concrètes, démarrer par certains types de tiers, montrer pourquoi on doit le faire. Voilà, c'est du préventif, mais la corruption touche tout le monde et donc il faut éviter, il faut protéger son entreprise et vous êtes là pour le faire. Voilà. Donc donner du sens, accompagner, et ça c'est une bonne pratique avec un véritable projet de transformation dans l'entreprise, comme on l'a dans l'exemple qui est cité ici. Merci. Voilà très rapidement. Merci Pascal. Je sais que vous avez mis un peu les bouchées doubles là mais pour nous donner ce retour sur les bonnes pratiques. Alors, une question vous a été posée. Avez-vous une solution qui couvre toutes les zones géographiques? Et comment l'un et l'autre, vous voyez cette question des géographies qui sont traitées ou pas traitées, incluses, pas incluses? Un outil doit traiter toutes les zones géographiques parce que c'est surtout dans les pays exotiques qu'il peut y avoir un peu plus de risques de corruption. Donc quand on parle de la corruption, et quand on parle aussi du devoir de vigilance, on sait que le drame est arrivé au Bangladesh, quoi. Un des drames est arrivé au Bangladesh avec cet écroulement d'une usine qui a fait 1 millier de morts. Donc c'est souvent pas en France, même si en France il peut y avoir des cas de corruption. Hein, faut quand même, on a bien vu là encore des rapports qui nous le précisent. Il faut effectivement avoir une solution qui couvre tous les pays du monde. On sait que c'est plus ou moins difficile d'avoir des informations sur certains types de pays, mais il faut le faire. Il faut bien évidemment analyser l'ensemble de ces risques avec l'ensemble des tiers avec lesquels on travaille. Et c'est ce qu'on appelle le risque pays qui existe et sur lequel on a des listes. Donc on peut regarder, il y a des pays qui sont plus à risque, et donc il faut bien évidemment effectivement couvrir toutes les zones géographiques. Bon, je suis d'accord sur le principe. Après, c'est vrai qu'une géographie qui sont très complexes parce que la qualité de la donnée publique est pas au niveau. Il y a des zones qui sont compliquées aussi pour des problématiques d'homonymie, puisque vous avez des zones sur lesquelles vous avez des densités de noms de famille ou de formulations de noms qui sont très proches et qui permettent pas une efficacité absolue sur le sujet. Mais la question des zones géographiques est clé et c'est vrai que nous, quand on intervient sur ces sujets-là, on s'appuie régulièrement sur notre réseau. On est implanté dans plus sur aucune zone géographique et c'est généralement dans les zones compliquées que se passent les problèmes. Oui, d'où la difficulté de tout cet exercice et puis les limites aussi des données qui sont disponibles en ligne et la nécessité à un moment d'avoir aussi un regard sur le terrain, donc de passer à un autre type d'évaluation. On a quelques minutes pour des questions. Euh, Vous pouvez poser donc toujours par l'onglet discussion si vous en avez.
Moi, en attendant d'éventuelles questions supplémentaires de vous tous qui nous écoutez, moi j'en avais une pour revenir sur la question du coût. Et comment est-ce qu'on peut évaluer le coût global en fait du recours à une solution au-delà du prix de la solution elle-même, mais en incluant évidemment tout ce que ça implique pour l'entreprise. Et question subsidiaire, une fois qu'on a évalué ce coût global, quels sont les meilleurs arguments en fait pour vendre ça à son management et obtenir le feu vert sur cette dépense? Peut-être sur l'évaluation du coût, je pense que ce qui est important, c'est de distinguer deux choses. C'est de distinguer, on va dire, le design puis ce qu'on va appeler le run. Donc, qu'est-ce que ça va coûter de mettre en place et puis après, qu'est-ce que ça va coûter au quotidien, jour après jour, mois après mois. C'est important d'avoir ces deux notions-là. Et quand on parle de coût, de bien prendre en compte à la fois les aspects humains et les aspects technologiques. Pourquoi je dis ça? C'est que, alors bien sûr, on peut prendre la décision de ne pas le faire. Dans ce cas-là, on peut toujours s'exposer à la non-conformité. Et sans reprendre le dicton bien connu de si vous pensez que la conformité coûte cher, essayez la non-conformité pour voir, vous ne serez pas déçu. Il y a des cas assez connus sur la place des premières entreprises. Il y a deux entreprises qui sont passées en commission des sanctions pour la FA. Elles ont expliqué assez clairement ce que ça leur avait coûté de se mettre en conformité dans l'urgence. Et je pense que ça coûte beaucoup plus cher que de le mettre en œuvre de manière organisée et planifiée. Et deuxième élément de réponse, donc si on a choisi de se mettre en conformité, ce qui est intéressant, c'est de comparer le coût entre qu'est-ce qui se passe si je fais tout à la main ou qu'est-ce qui se passe si je suis outillé. Et là-dessus, Pascal l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est clair qu'il y a des gains de productivité qui sont extrêmement importants liés à la mise en place, à la mise en place des outils qui permettent aux équipes de se concentrer sur les tâches qui ont vraiment de la valeur ajoutée, qui sont vraiment sur de l'analyse et de la prise de décision et pas sur de la collecte d'informations. Et c'est pour ça que dans l'argument pour essayer de convaincre en interne, il y a d'un côté un peu toujours l'épouvantail du régulateur pour dire bah, attendez, si on se fait attraper, voilà ce qui va nous arriver, donc ça très bien. Mais au-delà de ça, faire une analyse un peu posée en disant voilà, si on continue à le faire à la main, voilà ce que ça nous coûte, et si on le fait de manière outillée, voilà ce que ça va nous coûter. Oui, il y a peut-être un investissement au début, mais après, en termes de vitesse de croisière, ça va permettre de le faire. Et puis, il y a un sujet qu'on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est que quand vous êtes dans un groupe qui est d'une taille suffisante ou importante, avec des entités à travers le monde, bah, il y a un sujet de capacité à déployer aux frontières du groupe, et c'est-à-dire sur toutes les entités concernées, qu'on ne sait pas faire sans outils. Ou alors, on a des process qui sont extrêmement hétérogènes d'une zone sur l'autre et qui, là, posent d'autres problèmes de conformité. Merci beaucoup, Nicolas. Il y a une question qui est arrivée pour vous, messieurs, dans l'intervalle. Je vous la pose. Pour éviter de multiplier les cartographies en interne, est-il possible de désigner une approche par les risques qui couvrirait l'angle corruption Sapin 2 et l'angle devoir de vigilance? Oui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, d'avoir des cartographies qui sont mixtes. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, deux choses. Première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui sont effectivement complètement mixtes sur les deux sujets et qu'on va pouvoir interroger sur les deux thèmes et donc collecter l'information en une seule fois. Et donc là, il y a un vrai gain sur le sujet. Et puis à la sortie, c'est possible d'avoir toujours garder en tête qu'à un moment ou à un autre, vous devrez reporter que sur un des deux sujets. Et un conseil très pratico-pratique, c'est que si un jour vous êtes contrôlé, je pense que vous souhaiterez naturellement ne produire que la cartographie du régulateur que vous avez en face de vous et que vous n'aurez pas envie de montrer des risques d'autre nature que celle du champ de responsabilité du régulateur qui vous interroge à ce régulateur. Autrement dit, si l'AFA vient vous voir, je ne pense pas que vous aurez envie de lui montrer vos risques en matière d'environnement ou de droits humains et que vous voudrez vous limiter aux risques de corruption. Donc, c'est important de prévoir des systèmes qui permettent d'avoir des visions. Ça peut être fait d'une seule fois pour tous les risques, mais il faut permettre des restitutions qui soient discriminées par type de risque pour communiquer uniquement ce que vous avez besoin de communiquer. Merci beaucoup. Il nous reste une minute. Il y a une ultime question et je crois même que je peux y répondre moi-même. Question, le dispositif CS3D va-t-il faire l'objet d'une vérification par un auditeur externe?
Réponse oui, il y aura une autorité de régulation qui va se mettre en place lorsque la France va transposer la directive CS3D. Donc on aura une AFA, mais version droits humains, environnement. Donc là, ça va être évidemment un bouleversement considérable et une remontée du niveau de risque sur ces sujets. Il y en aura dans chaque État membre. Voilà. Écoutez, le temps qui nous était fixé est écoulé. Il me reste à remercier nos deux intervenants, vous tous qui avez interagi avec nous, et puis les organisateurs du côté d'Option Finance. Un très grand merci et peut-être à une prochaine fois pour d'autres échanges sur ces sujets. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci.